Bonjour, bienvenue à votre émission Islam. Comme vous pouvez le voir, pour la première fois, nous ne sommes pas dans notre décor habituel de France Télévisions. C'est depuis Marseille, la cité historique, la cité des brassages, des métissages, des populations et des cultures, une cité ouverte depuis toujours sur les deux rives de la Méditerranée et sur le monde, que nous allons vous parler de la jeunesse et de la réussite. Une jeunesse qui parfois est stigmatisée et pointée du doigt, sans occulter une réalité tragique, celle d'une frange de jeunes attirés par les sirènes de la violence, du terrorisme et des marchands de la mort. Aujourd'hui et dimanche prochain, nous allons vous parler de réussite avec les jeunes qui s'engagent dans la vie et dans la société. Je vous invite à nous rejoindre à la ville de la Méditerranée pour rejoindre ces jeunes qui ont fait le choix de s'engager sur le chemin de la réussite. Pour parler de la jeunesse et la question de la réussite, nous avons deux invités qui ont accepté de venir nous en parler. Omer Manjou, bonjour, vous êtes sociologue des religions, vous êtes spécialiste de l'islam et chercheur à l'Institut pour le pluralisme religieux et l'athéisme. À côté de vous, Tahar Rahmani, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller municipal de la ville de Marseille, mais surtout vous êtes directeur général de l'Agence pour l'entrepreneuriat en Méditerranée. Alors messieurs, d'abord, nous sommes à Marseille. Marseille est une ville qui est singulière et plurielle. Parlez-moi d'abord, parlez-nous de Marseille en tant que ville méditerranéenne. Marseille, c'est la porte de la Méditerranée. Anciennement, nous disions porte de l'Orient même. Toute une histoire qui font de Marseille aujourd'hui une ville des communautés, une ville de 800 000 habitants, composée de plusieurs quartiers, évidemment 101 quartiers très exactement. En fait, ces quartiers sont à l'intérieur de la ville et l'ensemble de sa population vit à l'intérieur de cette ville en bord de mer et bien évidemment ouverte. Vous savez, on dit pour la petite blague, on dit que la Canebière, qui est l'avenue principale de la ville, est l'avenue la plus longue du monde. Pourquoi? Parce qu'elle débouche sur la mer et elle va vers l'horizon. D'où lui vient cette qualité de brassage, de multiculturalisme? Marseille est unique. Parce que les communautés qui viennent ou qui venaient d'Afrique principalement, traversaient la Méditerranée et principalement se retrouver dans la ville de Marseille. Certains y restaient, comme ce fut le cas de mes parents. D'autres reprenaient ou prenaient le train pour aller vers le nord, comme on dit. Alors, Omer Manjou, nous savons très bien que Marseille est une ville qui accueille une minorité musulmane, en tout cas une population musulmane assez importante. Comment on décrit, comment il est composé cette communauté musulmane marseillaise? Je rajouterais juste pour le fils d'Italien que je suis que Marseille est également un lieu symbolique pour les immigrations italiennes puisque c'est une ville qui a accueilli pendant longtemps une large proportion d'immigrés en provenance de notre côté même se trompaient en prenant la route pour l'Amérique. Et puis s'arrêter à Marseille. Voilà. Donc c'est un Marseillais, un Italien qui parle. Hein. Voilà, c'est ça. Mais vous parlez de Marseille. Concernant les immigrations en provenance des pays d'islam, qui dit ville portuaire dit que Marseille était une ville d'accueil, de transit, mais également pour un ensemble de populations, une ville d'installation. Ce sera le cas pour les populations en provenance d'Algérie et de tout le Maghreb d'ailleurs. À partir des années 1950, les populations arrivent en tant qu'afflux de main-d'œuvre dans le cadre de la reconstruction de la France de l'après-guerre. Les rapatriés d'Algérie également s'installent pour certains à Marseille ou transitent par Marseille pour s'installer dans la région. Et comme on le sait également, Marseille est une ville qui accueille les populations en provenance d'Afrique subsaharienne et des Comores, ce qui en fait également une ville d'importance pour les immigrés en provenance des îles comoriennes. Donc ça fait un patchwork de populations en provenance des pays d'islam avec une dominante maghreb et comorienne. Tahar Rahmani, Marseille, c'est aussi ce qu'on appelle les quartiers nord. Bien sûr. Quartiers populaires qui sont connus. D'abord, comment on les situe, où est-ce qu'ils se trouvent et quelles sont les populations qui y vivent? Les quartiers nord, c'est 150 000 habitants, il faut le savoir. Donc c'est une partie importante de la ville.
C'est une zone dans la ville qui est composée principalement des communautés. Alors, dans les années, effectivement, 60, milieu des années 60, c'est principalement la communauté rapatriée, etc., qui s'y est installée. Et progressivement, ce sont les communautés en provenance d'Afrique, et notamment d'Afrique du Nord, qui se sont installées et qui, pour beaucoup de familles, sont encore habitants de cette... C'est une jeunesse nombreuse, mais c'est aussi un taux de chômage de 30% en moyenne, 50-60% dans certaines cités bien connues. Et en même temps, des cités où il fait bon vivre malgré tout, puisque les habitants, certains y habitent malgré eux, et puis d'autres le souhaitent, parce que c'est leur vie, c'est leurs racines, c'est la famille, c'est les amis. Donc, les quartiers nord sont effectivement décriés, mais il y a, comme on peut le dire pour des jeunes qui réussissent dans la création d'entreprises, etc., il y a aussi une autre manière de vivre les quartiers. Eh bien, les quartiers nord produisent, si j'ose dire, non pas seulement ce que parfois on dit, mais aussi des enfants qui réussissent. Voici l'exemple d'un enfant de Marseille, un enfant des quartiers nord. Après des études et un parcours professionnel brillant, il est aujourd'hui élu de la République de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Voici donc son portrait réalisé par Ali Martiniki. Il est en haut de l'affiche. Saïd Hamada, député des quartiers nord de Marseille. Quartier nord, délinquants, Kalachnikov, trafic de drogue. Voilà. À Marseille, il n'y a pas que ça, loin de là. Loin de là. Et ça, il faut qu'on arrive à le montrer. Et le fait que je sois élu, déjà le montre et le démontre. Bonjour, ça va ? Enfant du 15e. Ouais. Direction la solidarité. C'est dans cette cité du 15e arrondissement que Saïd Hamada a passé une partie de son adolescence. Je suis arrivé ici à 14-15 ans. Avant ça, j'étais sur une autre cité, la cité Félix-Huat. Et j'ai habité là, au 3e étage. C'est qu'il n'y a rien qu'à bouger. Les gens veulent des choses à taille humaine. Et là, on est typiquement dans ce qui, après, a constitué et constitue aujourd'hui les ghettos marseillais. Avec ses amis d'enfance, ils avaient l'habitude de se retrouver sur ce terrain de football. L'été, on y était très très souvent. Et donc, moi, ma chambre, elle était là, au 3e étage, et elle donnait directement sur le stade. Au loin, cette vue exceptionnelle sur la mer. Ils en profitaient comme pour fuir un sentiment d'isolement. On est en hauteur, une seule route qui dessert, et donc forcément, les gens se sentent un peu isolés. Il y a un écosystème qui se crée ici, et de la solidarité évidemment, mais aussi un peu de détresse sociale, parce qu'on est dans les cités nord de Marseille. Alors, comment réussir lorsqu'on habite ces quartiers défavorisés ? Il est possible de devenir avocat, chirurgien, dentiste, député. À partir du moment où ils ont l'univers du possible ouvert, ils peuvent évidemment vivre dans ces quartiers, à partir du moment où ils sont rénovés, qu'ils sont de qualité, je pense que c'est tout à fait possible. Et ce qui manque, c'est cette ouverture sur le monde. Il n'est pas l'exception, mais Saïd Hamada accepte volontiers d'endosser le rôle d'exemple à suivre. Je suis le premier élu d'origine comorienne, notamment, à entrer à l'Assemblée nationale. Et le premier élu des quartiers nord de la ville à entrer à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un fait. Si ça peut permettre à des plus jeunes, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, de pouvoir se dire moi aussi j'ai envie d'y aller et moi aussi je peux être élu, moi je suis prêt à dire oui, j'assume le fait d'être un exemple. Avec un master en finance, Saïd Hamada a travaillé dans la banque, puis dans l'économie solidaire. Haut fonctionnaire dans une collectivité territoriale, il a toujours milité en politique. Le député fraîchement élu entend contribuer à changer le regard sur les quartiers nord de la cité phocéenne. Alors Saïd Hamada, dès le début du sujet, vous mettez les pieds dans le plat en parlant évidemment de règlement de compte, de drogue. Pourquoi les quartiers nord de Marseille ont une si mauvaise réputation ? Écoutez, il y a plusieurs facteurs, mais vous êtes du monde des médias, donc je pense que vous avez un début de la réponse. C'est-à-dire que ce qui intéresse quand même beaucoup les journaux, c'est qui fait vendre, ce sont ces règlements de compte à répétition, ces trafics qui sont dans la lignée, je dirais, de l'histoire de Marseille avec le grand banditisme qu'on a pu connaître dans les années 40-50. Donc voilà, il y a un peu je n'aime pas appeler ça ce folklore parce qu'il y a des vies humaines derrière, mais c'est quand même un peu ça. Et ça c'est une image qui colle à la ville. Cette émission, nous l'avons intitulée La jeunesse, les chemins de la réussite.
Au-delà des quartiers nord, il y a toujours des talents, des énergies dans le sport, dans la culture, dans l'économie. Comment aujourd'hui cette jeunesse défavorisée peut justement arriver malgré tous les obstacles? Des obstacles, il y en aura toujours. Moi, je ne dis pas qu'il faut absolument faire en sorte que ceux qui habitent ces quartiers difficiles aient exactement les mêmes chances que ceux qui habitent, je ne sais pas, le 8e arrondissement, par exemple, de Marseille. On a tous conscience dans ces quartiers d'avoir, j'allais dire, pas des handicaps, mais en tout cas des choses qui font qu'on n'est pas sur la même ligne de départ. Voilà, qu'on n'a pas les mêmes chances au départ. Mais ça vaut pour... dans les temps passés, pour ceux qui étaient riches par rapport à ceux qui l'étaient moins, voilà, les familles, le réseau, etc. Moi, ce qui est important quand même de rappeler, c'est que ce pays, ce qu'il m'a offert, il peut encore l'offrir à d'autres. Cette possibilité d'ascenseur social ou d'escalier social, parce qu'aujourd'hui l'ascenseur est plutôt en panne, pour permettre à des jeunes de pouvoir réussir dans tous les domaines possibles. Ce qu'offre une démocratie, c'est cet univers du possible, c'est-à-dire de pouvoir, si on le souhaite et en travaillant suffisamment, et avec quand même un peu de chance, de pouvoir réussir dans le domaine qu'on a choisi. Et ce qui est difficilement supportable dans les quartiers difficiles de Marseille ou d'ailleurs, c'est lorsque cet univers du possible n'est pas ouvert. C'est lorsque on n'a pas la possibilité de pouvoir justement émerger, entre guillemets, même si on vient de très loin. Vous avez fait des études brillantes. Est-ce que l'école de la République a été pour vous un atout? Est-ce que l'école de la République peut être un atout pour les jeunes? Ah mais c'est un atout, c'est même le principal atout. Enfin, moi j'ai coutume de dire que je suis à la fois un enfant de la République et des quartiers nord de Marseille. Ce qui m'a fait, c'est cette double culture, entre guillemets, parce que je suis un pur produit marseillais, et je le vois d'autant plus à l'Assemblée nationale, où je côtoie justement d'autres élus qui n'ont pas les mêmes codes que moi, donc là c'est clair. Et en même temps, l'éducation nationale, c'est clairement le creuset de la République, c'est là où les gamins passent 8 heures, 9 heures par jour, et c'est là où les choses se passent, se décident. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai rejoint le président Macron, c'est-à-dire que cette priorité qui a été mise sur l'éducation, le dédoublement des classes, cette nouvelle chance qu'on donne à l'éducation nationale, c'est à mon sens ce qu'il faut réellement faire pour sortir ces jeunes-là de la situation dans laquelle ils sont et leur offrir un avenir tout simplement. Et moi aujourd'hui je milite pour que les enseignants aient plus de moyens, pour que les classes dédoublées soient une réussite, et donc on fera en sorte de les évaluer, et pour faire en sorte aussi que ces gamins puissent être ouverts sur le monde extérieur, c'est-à-dire que les activités extrascolaires, par exemple, puissent trouver des moyens pour pouvoir se faire. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire que les gamins qui sont dans ces quartiers-là, parce que les parents ont peu de moyens, ne peuvent pas sortir de l'école. Vous êtes un député de la République, vous êtes député depuis quelques mois, vous avez pris des engagements auprès de vos électeurs et électrices. Quel est votre rôle aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que député de la République pour cette jeunesse? Alors, le rôle premier, si vous prenez le dictionnaire, c'est de voter les lois. Et à la limite, peu importe le territoire d'où vous venez. Mais encore? Dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai été élu sur une circonscription difficile, puisque c'est une circonscription qui recoupe la quasi-totalité des quartiers difficiles de la ville. Et donc, ma responsabilité, c'est de faire en sorte, évidemment, de voter des lois, mais de faire en sorte aussi que la voix de ces quartiers, de cette circonscription, de ce territoire, soit entendue à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale vote des lois qui sont destinées à être appliquées sur tout le territoire. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'elles puissent être appliquées sur le territoire marseillais, et notamment le territoire nord, qu'il n'y ait pas de bug entre les deux, si vous voulez. Et de faire entendre la voix qui est de dire, il y a des problématiques particulières, et il faut que la loi, telle qu'elle est votée ou telle qu'elle sera votée, prenne en compte ces particularités pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Alors, pour donner leur chance à des centaines et des milliers de jeunes dans leur parcours de vie et dans leurs projets, il y a des structures, des associations qui souvent travaillent sur le terrain. C'est le cas de la CIM, l'Agence de l'entrepreneuriat en Méditerranée. Le soleil, la mer. C'est sous le ciel bleu de Marseille que s'est déroulée cet été la 3e édition du Diaspora Lab. On fait signer les candidats, mais aussi les personnes qui viennent, les experts qui viennent présenter et discuter avec les porteurs de projets aujourd'hui. 20 jeunes porteurs de projets issus de la diaspora réunis en séminaire. La plupart rêvent de créer leur entreprise en Afrique, dans leur pays d'origine. Pourquoi pas est-ce que je développerai ma société dans la formation? Et pourquoi pas au Sénégal? L'idée, ce serait de mettre en place un centre de transformation en Tunisie, dans le domaine agroalimentaire. Parmi eux, Walid Ben Slimane. Pharmacien, il vit à Marseille depuis 20 ans. Il envisage de monter un laboratoire en Tunisie. Laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la médecine naturelle, phytothérapie, homéopathie. Pendant 2 jours,
Sous forme d'ateliers, les candidats sont coachés par des experts venus du Sénégal et de 3 pays du Maghreb. Très spécialisés en Tunisie, qui auraient pu vous faire une recherche pointue. Des rencontres organisées par la CIM, une agence de coopération internationale basée à Marseille. Depuis 2009, la structure a soutenu 300 porteurs de projets en Algérie, au Maroc et en Tunisie. En leur donnant tous les outils de marketing, de formation, de comptabilité, de gestion, d'acclimatation au pays, pour qu'ils puissent effectivement avoir les bases pour réussir dans leur pays. Pour vraiment avancer, on avance parce qu'on fait des petits pas et qu'on est content de notre petit pas. D'autres actions sont menées notamment en faveur des jeunes des quartiers défavorisés. Ces jeunes n'ont pas de grands moyens financiers, hein, on le sait bien, mais ils ont cette motivation, cette capacité à aller de l'avant. Et ce qu'ils demandent, c'est d'être bien accompagnés et qu'on les soutienne financièrement. Ce n'est pas des 100 et des 1000 qu'ils demandent, c'est des moyens financiers modestes qui vont leur permettre de sauter le pas et de finalement se dire « j'avais raison, j'ai bien fait de le faire ». Là-bas, sur l'autre rive de la Méditerranée, 1200 collaborateurs ont été formés pour accompagner les nouveaux créateurs d'entreprises. Alors, Tahar Rahmani, vous êtes un des fondateurs de la CIM et vous êtes impliqué depuis une trentaine d'années dans l'accompagnement, dans la formation pour les jeunes. Quels sont aujourd'hui, ou quel inventaire faites-vous aujourd'hui de ce parcours, de cette aide, de cet accompagnement? Écoutez, moi je pense que ces 30 dernières années ont permis de faire finalement avancer l'idée de l'entrepreneuriat réussi. Pour ces jeunes issus de l'immigration à qui, en dehors de l'école, rien n'était donné. Et entreprendre avec peu de moyens, mais à condition d'avoir cette structure d'accompagnement, pour moi, c'est un grand sujet de satisfaction parce qu'il a permis à finalement des milliers de jeunes de ces quartiers de se créer leur propre emploi, voire de créer d'autres emplois. Et aujourd'hui, au travers du sujet que l'on vient de voir, c'est une autre génération. Vous voyez, il y a 30 ans, ces jeunes étaient tout bébés ou avaient à peine quelques années. Mais eux ont entrepris quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'ils ont choisi d'aller créer leur entreprise dans le pays d'origine. Ça ne veut pas dire un retour définitif ou parmi ceux qui ont entrepris ce type par désespoir, de dire moi il n'y a plus de réussite ici, je ne peux rien créer dans ce pays, je m'en vais, je retourne chez moi, ce chez moi qu'ils n'ont jamais connu d'ailleurs, hein, pour beaucoup d'entre eux. Donc leur permettre de pouvoir accéder à des outils, à des accompagnements, à des structures pour qu'ils créent à la fois ici et là-bas, c'est franchement une satisfaction personnelle. Omer Manjou, on remarque de plus en plus que cette jeunesse, je dirais, construit également un référent identitaire religieux. Quelle est aujourd'hui la situation de cette jeunesse qui est à la fois, qui aspire à un avenir, mais en même temps, elle s'accroche à son identité? En sociologie, on emploie un terme, en tout cas moi dans ma formation sociologique, je parle d'ethnicité. L'ethnicité, c'est une façon de se percevoir dans une communauté, quelle que soit la réalité de cette communauté. Cette communauté se rattache à un certain nombre de valeurs, à une histoire, à des ancêtres. Et là, à travers tout ce qui a été exposé précédemment, on a bien vu qu'il y a des jeunes qui redécouvrent aussi, à travers ce qu'ils ont pu percevoir du pays d'origine des parents, ils redécouvrent des manières de faire de l'activité économique qui existe déjà aussi parfois dans les pays d'origine. Ils redécouvrent également la possibilité de faire des ponts, de se projeter dans deux univers. Et ici, la foi joue en quelque sorte un rôle de ressource qui va leur permettre de faire le lien entre du spirituel, de l'économique, du social, de se projeter dans quelque chose de cohérent. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Il faut bien différencier deux choses. Il y a d'un côté des personnes qui n'arrivent pas à se projeter dans la société française et qui partent, ce n'est pas spécifique à des personnes de confession musulmane ou immigrées, et des personnes qui font la jonction entre des univers pour les mettre en cohérence. Et là, de ce point de vue-là, c'est très très intéressant. Alors, la religion n'est pas seulement, par nature, par définition,
un empêchement, un obstacle, ça peut être aussi un élément positif dans le parcours des jeunes. Tout à fait. Nous sommes un peu schizophrènes dans la société française de ce point de vue-là, dans le sens où on perd le contact avec une certaine réalité. On parle par exemple de religion privatisée, de religion qui ne doit pas s'exprimer. Un individu qui porte une foi, cette foi l'accompagne au quotidien. Cela ne signifie pas qu'il se sépare de la société. Il a un moteur, il a une ressource qui lui permet d'interagir avec le monde. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit prendre la foi. Alors son parcours est atypique, il n'est pas issu des quartiers défavorisés, il est de la Belgique, du Canada, en passant par la Grèce. Nabil Guelzim a choisi comme port d'attache Marseille. Nabil Guelzim est aux petits soins. Les petits gâteaux, ça a été? Ses clientes s'offrent ici un thé à la menthe et quelques pâtisseries marocaines. Le commerce, lui, n'est ouvert que depuis 1 an et demi. De passer de chef de projet export à je dirais, pâtissier, gérant de commerce, ce n'est pas toujours évident, mais quand on aime ce qu'on fait, habituellement, on trouve toujours la force nécessaire pour tout le temps avancer. Au Petit Amandier, il y a un rayon épicerie fine, mais aussi des produits cosmétiques, tous labellisés bio. Au Maroc, on utilise beaucoup d'épices, beaucoup de miel, beaucoup d'huile qui sont naturelles et bio. Quand on entre dans ce salon de thé, on s'imagine au Maroc. Une fontaine qu'on retrouve principalement dans les jardins de grandes maisons, éventuellement au Maroc, dans les villes impériales, qui est faite à base de zélige. Pour la décoration, Nabil Guelzim a fait appel à des artisans originaires des pays des 2 rives de la Méditerranée. Nous avons collaboré avec des architectes italiens qui ont apporté leur savoir-faire, la petite touche made in Italy. Là, vous avez un moucharabi qui est en bois et qui apporte de suite ces touches orientales dignes des 1001 nuits. Né il y a 34 ans à Bruxelles, ce fils de diplomate a beaucoup voyagé. Il a vécu notamment 9 ans en Grèce, 7 ans au Canada. Qu'est-ce que je vous mets d'autre, madame? Mais en 2006, c'est à Marseille qu'il décide de poser définitivement ses valises. Je me suis installé surtout aussi à la proximité avec le Maghreb, avec le Maroc. Mais c'est aussi parce que ça me rappelait énormément la Grèce, voilà. Cette chaleur humaine qu'on retrouve chez les gens et le soleil qui n'a pas de prix. Le jeune diplômé en commerce international est croyant. La religion l'aide à surmonter les moments de doute. Alhamdoulilah, je vis et grâce à ça, ensuite, tout le reste peut arriver. On se donne les moyens, mais grâce à la foi. Pour diversifier son activité, Nabil Guelzim propose désormais tous les midis une restauration typiquement marocaine. Alors, Nabil Guelzim, vous avez un parcours atypique, vous avez grandi dans un milieu privilégié, vous avez fait des études très poussées, vous n'êtes même pas destiné à ce métier, pourquoi l'avez-vous choisi? En réalité, j'ai eu la chance de travailler au Canada, dans le monde du bijou. La pâtisserie fine, on va dire, se rapproche un peu voilà, de tout ce qui est très qualitatif, très minutieux. Dans ce cas, je pense que après, il y a aussi la grand-mère et la mère. Pourquoi? Parce que la pâtisserie ou la cuisine fine se transmet de mère en fils ou de mère en fille. Et ma mère, depuis 25 ans, a su voilà, nous donner ce savoir, nous transmettre ce savoir. Parce qu'au Canada, j'ai eu la chance de travailler dans le monde du bijou. Le monde du bijou, c'est un monde à part. Ce sont les juifs marocains qui sont bien établis dans ce domaine-là, qui m'ont poussé vers le commerce. Et voilà, les deux se sont interférés. Et aujourd'hui, j'ai choisi la pâtisserie parce que ça me plaît et je me sens bien là-dedans. Vous avez dit dans le sujet que nous vous avons consacré que la foi est un élément important, positif pour vous. En quoi cette foi vous aide à dépasser les moments difficiles, comme vous le dites? De croire en Dieu, tout commence de là. Et la foi vous donne la force dans les moments difficiles. Pour un commerçant, pour un gérant de business,
il faut toujours avoir ces petites forces supplémentaires qui va vous permettre toujours de vous surpasser dans les moments bien comme dans les moments un peu moins bien, bien évidemment. Et c'est aussi de se dire que c'est grâce à lui que nous sommes là et que nous devenons de mieux en mieux de meilleures personnes et peut-être de meilleurs commerçants. Voilà. La foi pour vous, c'est une croyance, c'est une pratique ou c'est un ensemble de systèmes de valeurs et d'éthique? Non, ce sont surtout des valeurs et d'éthique qui sont très importantes et qu'il faut respecter pour essayer d'aller le plus loin possible dans ce genre de domaine. Alors on vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours. En tout cas, merci d'être venu nous rendre visite et nous parler. Je vais rejoindre donc nos deux invités pour la dernière partie. Alors, messieurs, vous avez entendu Nabil Guelzim. Quel est votre avis sur ce jeune qui voyage et qui est arrivé à Marseille, votre ville, et manifestement est une ville qui attire? Oui, et de plus en plus. Et de plus en plus, parce que c'est une ville qui capte, qui séduit et qui offre la possibilité à des gens venus d'ailleurs, de Méditerranée ou du Nord, de pouvoir finalement vivre en harmonie et d'avoir quelques moyens, c'est pas énorme, mais quelques moyens pour pouvoir réussir et mettre à profit leur savoir pour, comme Nabil, créer son entreprise et tenter finalement de trouver sa voie. Omerou Manjou, comme le cas de Nabil Guelzim, quand la foi n'est pas instrumentalisée, elle n'est pas utilisée, ça peut être un élément d'accélération, de revitalisation? Oui, mais il n'a pas respecté le protocole marocain. Nous n'avons pas eu droit à notre petite pâtisserie. Ouais. Ce sera une autre prochaine, peut-être une émission où nous l'inviterons. C'était une boutade, bien entendu. C'est important de montrer la façon dont un individu peut mettre en cohésion, et vous avez bien fait de le mentionner, des valeurs, un système de valeurs et une façon de se projeter dans le monde. Parce que nous sommes dans une société qui a tendance à découpler ces choses, notamment dès lors qu'on parle de religion. La religion, ce n'est pas un système de pratique avant tout. La religion renvoie à une manière de percevoir Dieu, à une spiritualité et à une projection dans le monde, une jonction entre les deux. Et je pense qu'il a parfaitement réussi cette jonction et de ce point de vue-là, on peut être très très content de voir cette réussite et on peut avoir l'espoir que ça puisse se diffuser encore plus. Merci de nous avoir accompagnés. On vous retrouvera la semaine prochaine pour la deuxième partie consacrée à la jeunesse et à la réussite. Alors, un certain nombre d'ouvrages pour continuer la réflexion sur cette émission. Musulmans de France, la grande épreuve de vous, avec Vincent Gesser, Caïn Asmaël et vous, Omerou Manjou-Peria. C'est une enquête sociologique, précisément, sur les musulmans de France face à la tragédie du terrorisme, aux éditions de l'Atelier. L'islam dans la cité, un dialogue avec les jeunes musulmans français, sous la direction de Philippe Yassine de Maison, aux éditions Albin Michel. Abdelnour Bidar, quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui aux éditions Albin Michel, de vous, Omerou Manjou-Peria, en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans aux éditions de l'Atelier. Et puis, c'est le fruit d'un colloque de le fameux collège de Bernardin à Paris. C'est la laïcité, société en Méditerranée, aux éditions Bernardin et Le Tilleux. Rahmani, Omerou Manjou, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour la seconde partie consacrée à cette émission sur la jeunesse et la réussite. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine et rendez-vous dimanche prochain pour la seconde partie, en remerciant bien sûr le public. À dimanche prochain sur France 2. Au revoir. Merci beaucoup.